Francis Claude Pierre, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, méthaniseur. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre exploitation, l'AMF, dont vous êtes président, et on va voir ensuite avec vous comment est-ce qu'on peut se développer ce gaz renouvelable, et voilà, on verra ensuite différents points. Donc déjà, très rapidement, votre exploitation et l'AMF. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis éleveur de vaches laitières en Meurthe-et-Moselle, installé depuis 1987, en méthanisation depuis 2002 et en agriculture biologique également depuis 2002, avec une augmentation de la production de 20 kW à 400 et avec un réseau de chaleur de 12 maisons, une école, une fromagerie et un séchage de fourrage. Je préside l'AMF depuis 2 ans. Alors l'AMF, on l'a créée dans les années 2000, quand on croyait beaucoup au développement de la méthanisation. Mais on avait constaté que si on ne se défendait pas par nous-mêmes, personne ne le ferait à notre place. Donc on s'est regroupé quelques méthaniseurs au départ, et aujourd'hui on est 270 adhérents. Oui. Donc on essaye d'être partout, être présent partout où les choses se décident pour que la méthanisation, pour que la valeur ajoutée de la méthanisation n'échappe pas aux agriculteurs et pour ne pas être un jour les faire-valoir de la méthanisation. On croit beaucoup au développement de la méthanisation parce qu'on est avant tout des agriculteurs et on nous demande de produire une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable, et tendre vers l'agroécologie, et la méthanisation est un formidable outil pour arriver à accomplir cette évolution. Déjà parce qu'elle nous apporte un revenu supplémentaire, parce qu'on recycle toutes nos biomasses issues de nos filières, de nos déchets de culture, de nos effluents d'élevage surtout. Oui. Bon. On a parlé tout à l'heure d'une externalité positive importante qui est la résilience. Donc, résilience veut dire sortir d'un traumatisme. Et c'est vrai que la profession agricole dans son ensemble est en souffrance pour plusieurs raisons. Pour des raisons de coûts, les prix de vente de nos produits sont en baisse régulière depuis quelques années. Nos prix de revient augmentent. Et on subit des accidents climatiques de plein fouet. Donc là, le changement climatique nous impacte fortement. Alors aujourd'hui, en quoi la méthanisation? Est-ce que c'est une non, alors développement la méthanisation, c'est un formidable espoir, mais pour s'engager dans la méthanisation, il faut avoir les reins solides. Oui. Hein. Vous avez parlé de fonds propres qu'on n'a pas. Hein, et on est face à un monde agricole qui doit se réinventer, qui doit évoluer, qui doit produire plus avec moins. Oui. La méthanisation nous apporte un des plus grands nombres de solutions, mais on a un mal fou à s'engager là-dedans. La preuve, c'est, j'ai entendu qu'on se félicitait qu'il y ait 400 ou 500 installations. Non, c'est vraiment trop peu. Hein. Nous, on a cru à un fort développement, bien plus important que ça, parce que l'agriculture a besoin de s'engager dans l'évolution de la transition énergétique, de la transition agroécologique, et la méthanisation, elle apporte toutes les solutions. Oui. Alors aujourd'hui, on est à peine engagé. Oui, il y a des développements, mais on part de rien. Donc le double de rien, c'est toujours pas grand-chose. Et on est à peine engagé là-dedans qu'on nous parle déjà de baisser nos coûts. Alors, bon. Alors, justement, sur cette question des coûts de production sur lesquels il y a maintenant quand même une pression importante sur la filière méthanisation, est-ce que la solution, c'est quoi? C'est de faire des plus grandes unités? Qu'est-ce que c'est la solution? C'est pas forcément faire des plus grandes unités, parce que des grandes unités supposent déplacer la matière première plus loin. Or, la logistique a un coût important dans les installations. La baisse des coûts, elle se fera progressivement avec la mise en œuvre des pratiques agronomiques qui nous permettront de
produire la troisième culture en 2 ans. Hein, oui. De façon systématique, il faudra qu'elle soit aidée par la PAC, qu'elle soit reconnue. Toutes ces externalités positives, aujourd'hui, elles n'ont pas encore exprimé leur potentiel. Oui. Donc celle-là, mais la baisse des coûts, nous, on trouve qu'elle est trop rapide, trop brutale Oui. et trop importante. Oui, vous la verriez sur quel... Nous, on considère que notre coût d'énergie, il est réel. Il ne comporte pas de coût masqué. Hein. C'est peut-être les autres énergies qui sont trop bon marché, mais la nôtre, elle n'est pas trop chère. D'accord. Et est-ce que, c'est une question un petit peu provocatrice, mais est-ce que la solution, ce serait finalement de la méthanisation à partir de cultures? C'est finalement peut-être plus simple? Non, ce n'est pas notre vocation. Les cultures, on en a besoin d'un petit peu, parce qu'on a des assolements à faire, parce qu'on a besoin d'un stock sécurisé. L'agriculture a toujours produit l'énergie qu'elle avait besoin pour fonctionner. Donc ça, au moins, on veut au moins continuer à avoir cette petite part. Mais il y a un énorme gisement qui n'est pas exploité, c'est les effluents d'élevage, c'est les cultures intermédiaires, c'est les biodéchets de territoire. Autour de nous, il y a un gisement énorme, mais il faudrait déjà que les gens commencent par trier, avant qu'on collecte et qu'on transforme, ce qui se fait encore trop peu. On a beaucoup d'espoir aussi dans le biométhane non injecté et la cogénération on l'a un peu dénigré, mais nous à l'AMF, c'est les 3/4 de nos adhérents qui font de la cogénération parce qu'ils n'ont pas les réseaux à proximité, parce que les fermes, elles sont disséminées dans le territoire et les réseaux, ils sont autour des centres urbains. Oui, pour vous, la cogénération, elle a un avenir, il ne faut pas l'enterrer. Elle représente beaucoup d'atouts parce que la méthanisation, c'est une des énergies renouvelables qui n'est pas intermittente. L'énergie, notre électricité, notre bio-GNV non injecté ou le biométhane injecté est stockable et prévisible. C'est un des grands atouts de la méthanisation. La biomasse en amont est stockable aussi. Ok, très bien. Les autres participants à la table ronde, si vous voulez réagir aux propos qui sont prononcés, voilà, n'hésitez pas, vous me faites signe. On peut peut-être continuer avec Aurélien Lugardon. Vous êtes développeur, vous êtes constructeur. Vous avez une vision justement de ces coûts de production, de ces coûts aussi bien d'investissement que d'exploitation. Après nous avoir présenté peut-être très rapidement Nasqueo, dont vous êtes le président directeur général. Quelles sont les pistes d'amélioration, de baisse de ces coûts de production? Bonjour à tous. J'ai effectivement créé Nasqueo il y a à peu près 15 ans maintenant, donc pas très loin de la mise en service d'installation de Francis Claude Pierre. Nous sommes verticalement intégrés en méthanisation, c'est-à-dire que nous concevons des unités, nous les construisons, nous les exploitons, et puis depuis peu, nous sommes aussi actionnaires aux côtés d'agriculteurs, généralement minoritaires, dans des sociétés de méthanisation. Nous sommes à peu près 70 personnes, une société française indépendante. Donc effectivement, la baisse des coûts de production, c'est un processus qui va prendre énormément de temps. Il faut d'abord savoir comment se structure le coût de production d'un mégawattheure de biométhane. Oui. On parle souvent de baisse de coûts d'investissement, oui. Mais les investissements ne représentent qu'un tiers finalement du coût de revient de la méthanisation. Une installation de méthanisation, ce n'est pas un panneau solaire où 90% du coût de revient, c'est du coût d'investissement et ensuite ça tourne tout seul. Une installation de méthanisation, il faut la charger tous les jours, il faut acheter la matière première, il y a les coûts d'électricité, il y a beaucoup de choses. Donc s'attaquer au coût d'investissement, au coût de production du biométhane, c'est s'attaquer aux investissements et à l'exploitation qui représentent quand même 2 tiers. Si on parle de la première partie, c'est-à-dire l'investissement, déjà comment se ventile cet investissement lui-même? Il y a déjà énormément de choses qui sont du dur
dans une installation de méthanisation. Ce que j'appelle du dur, c'est des terrassements, il faut bouger la terre, il faut construire des ouvrages en béton. Donc ça, c'est généralement sourcé localement. C'est des métiers qui existent depuis des décennies, des centaines d'années, la construction. Donc il y a forcément toujours des optimisations à aller chercher, mais elles ne sont pas immédiates, elles sont lentes. Il y a ensuite, ça c'est à peu près un tiers des coûts d'investissement. Il y a ensuite tout ce qui est épuration du gaz, valorisation du biogaz. J'ai mis des petites icônes en face parce que c'est important de voir également que quand on construit une installation de méthanisation, il y a spontanément, quelle que soit la nationalité du constructeur, beaucoup de choses qui sont faites localement, qui sont faites au moins nationalement, voire localement à moins de 20 km du site, et au pire de façon européenne. Donc c'est il y a un savoir-faire français. Il y a un savoir-faire français. Il y a quasiment que des entreprises françaises sur un chantier d'unité de méthanisation. Donc ça, c'est un petit aparté, et je pense important de le préciser en termes de retour de la valeur investie dans les territoires locaux, nationaux, voire européens. Externalité positive. Externalité positive encore. Donc l'épuration du biogaz, l'injection du biométhane, voilà, là il y a probablement des gains à faire puisqu'on est au tout début encore de la filière biométhane, à l'échelon français mais encore européen. Donc probablement les technologies vont évoluer, il va y avoir des nouveaux systèmes, mais ça encore c'est de la recherche et développement, ça prend du temps. La partie ingénierie, assurance et coûts de financement qui représente 20%. Là aussi on peut espérer des gains. On peut espérer que plus le procédé sera sûr, plus les financeurs de ce procédé accepteront d'avoir des rendements financiers plus faibles. Mais ça ne peut pas se faire avec 50 sites ou même 80 sites de biométhane. Ça va se faire avec plusieurs centaines de sites, avec plusieurs années de retour d'expérience. On va se dire, bon, ça y est, c'est mature, on peut baisser nos attentes financières. Ensuite, il y a tout ce qui est partie équipement, process, vannes, pompes, etc., qui représentent finalement que 12%. Oui. Et en dernier lieu, il y a les travaux de montage, locaux, électricité, tuyauterie, qui représentent 10%. Donc, il y a toujours des gains de productivité, c'est une industrie. Oui. Mais ces gains de productivité se font dans la durée, sur le long terme, et avec un volume suffisant. D'accord. Ça, c'était la partie CAPEX, coût d'investissement. D'accord. Sur la partie OPEX, c'est la diapo suivante. Mettre la slide suivante qui concerne, voilà, merci. Voilà, qui est 2/3 du coût de revient. L'approvisionnement en matières premières, tout ce qui est achat de matières premières et logistique, représente la plus grosse partie, 35%. Comment on fait baisser ces coûts-là? La logistique, c'est pas évident que ça baisse, puisque c'est beaucoup des carburants et de la main-d'œuvre. Les coûts d'achat de matières, bon, pour tout ce qui est culture, on peut imaginer que dans la durée, les variétés, les assolements peuvent être optimisés, mais on ne fait jamais qu'une ou deux cultures par an. Le temps de tester différentes variétés, ça dépend des régions, c'est long. La consommation en électricité, c'est aussi un très gros poste de la production de biométhane, ça représente 15%. Là, il y a des leviers. On peut dire, on fait du photovoltaïque, on fait des ENR locales, électriques, pour autoconsommer. Il y a des choses à faire là-dessus, qui sont intéressantes et qui commencent à se faire aujourd'hui. Les ressources humaines, qui représentent 15%, ça aussi, ça peut s'optimiser, puisque les process s'automatisent. Et ensuite, la maintenance, qui représente 15%, on peut imaginer également que la disponibilité des équipements puisse augmenter, que la fiabilité de ces équipements augmente. Donc là, il y a également des leviers. Donc tout ça pour dire que les leviers, ils existent. Notre filière, je pense qu'à long terme, elle peut devenir plus compétitive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Simplement, comme disait Francis Claude Pierre, il n'y a pas encore, enfin, on vient de démarrer la filière biométhane. Donc, ce qui se fait en cogénération depuis quelques années maintenant, c'est réduire de 2% chaque année le tarif en cogénération biogaz. Ça semble être compatible. Voilà, il y a encore des projets qui se font. Et je pense que c'est un mécanisme sain, puisqu'il y a une visibilité sur la dégressivité qui permet à toute notre industrie de s'adapter. Ok, très bien, une proposition pour l'État. Donc, est-ce que, Monsieur Leroy, vous avez une réaction par rapport à ces propos-là et à ces informations-là? Donc, les coûts de production, est-ce qu'on leur demande, les coûts de revient, est-ce qu'on leur demande de baisser trop vite, finalement, par rapport à une filière jeune? Je pense que, et ça a été souligné par les deux précédents intervenants, il y a une différence structurelle de coûts par rapport à d'autres renouvelables. Quand on regarde par exemple le business du solaire, c'est à peu près 90% de CAPEX, 10% d'OPEX.
Quand on regarde le business de l'hydrogène, on est à peu près à 50-50. Donc voilà qu'on a une structure complètement différente. Et comme ça a été très bien dit aussi par M. Claude Pierre, on n'est pas simplement face à des changements technologiques. Oui, On est aussi face à des changements sociétaux. J'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez sur le fait qu'on peut considérer aujourd'hui la méthanisation comme de la production d'énergie. C'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. On peut la considérer aussi, et ça a été aussi exprimé avec beaucoup de force, je trouve, comme un chemin vers une agriculture durable. C'est aussi un autre élément. oui, Ça a été aussi exprimé comme une contribution à la solution face à un des problèmes qui nous attend et de façon la plus vigoureuse demain, c'est l'augmentation du volume de déchets. La population mondiale va s'accroître de 9% dans les 10 prochaines années. Le volume de déchets produits va s'accroître de 70%. oui, Donc, avoir des solutions locales efficaces qui permettent de traiter l'ensemble de ces problèmes, c'est un atout extraordinaire. oui, Et quand on y ajoute le fait que l'on a en soutien une logistique des réseaux de gaz existants, efficaces, et qui présente un certain nombre d'avantages comparés à d'autres réseaux énergétiques. Ça coûte entre 10 et 20 fois moins cher de transporter du gaz par pipe que de l'électricité. C'est un petit peu plus discret, si je peux me le permettre aussi. Quand on parle de stockage, là, on est sur des ordres de grandeur encore plus forts. Et on n'a pas d'équivalent aux capacités de stockage qu'il y a dans les stockages gaziers, en France bien sûr, mais partout en Europe. Un de mes collègues autrichiens me donnait cette comparaison, et je la trouve très bonne. Si on voulait faire l'équivalent des stockages autrichiens de gaz, qui sont à l'échelle du pays, pas moindres que ceux de la France, si on voulait faire ça avec des batteries électriques, même en prenant les plus performantes, on utiliserait 100 ans de la production totale annuelle de lithium d'aujourd'hui. Bon. On voit bien que l'on va... Voilà. Donc, la conviction que l'on a, nous, à Engie, c'est que la réussite de la transition énergétique est une absolue nécessité, c'est clair. Que la réussite de cette transition énergétique, ça passe par une compétitivité de cette transition énergétique. oui, Bon. Et que cette compétitivité, elle repose aussi sur l'usage efficace de toutes les solutions, et non pas simplement en se focalisant sur une seule. Et elle se passe aussi par le fait de développer ces solutions au plus près des territoires. On a conscience des changements structuraux que ça demande, et ces changements structurels, ça prend un peu de temps. Donc, il faut à la fois un engagement de la filière, et on l'a, cet engagement de la filière. D'ailleurs, il est parfaitement traduit par le comité stratégique de filière, un engagement de réduction des coûts. oui, Mais cet engagement de réduction des coûts, il ne doit pas conduire à étouffer la dite filière. On a besoin d'abord de lancer la dynamique, de l'enrichir, de la nourrir. On a vu tous les leviers qui viennent d'être mentionnés. oui, Bon, simplement, il faut, comme ça a été le cas pour les autres technologies, je rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, la production solaire était au-dessus de 500 € du mégawattheure. Bon, on est maintenant sur des solutions qui sont tout à fait compétitives. Il faut qu'on ait le temps de déployer ces solutions-là pour une industrie qui, même si la méthanisation, ce n'est pas une idée nouvelle, mais l'industrie de la méthanisation, comme ça a été dit aussi, est relativement nouvelle. Donc, donnons-nous cette volonté politique, pratique, au plus près des territoires, de changer nos comportements, d'améliorer en continu le fonctionnement de la filière. Travaillons tous ensemble là-dessus, oui, et on va réussir effectivement à garantir cette compétitivité. J'ajoute qu'il y a aussi un élément qui est un peu clé dans cette compétitivité. Que compare-t-on ? Et le prix du carbone, il joue un rôle essentiel. Voilà. Donc, selon les scénarios que l'on prend pour le prix du carbone, on a effectivement des échéances de compétitivité entre, je dirais, le gaz fossile et le biométhane qui peuvent être extrêmement différentes. très bien. Monsieur Trouvé, quel rôle jouent les réseaux de gaz dans cette transition, dans cette amélioration continue nécessaire pour le développement du biométhane ? Alors, les gestionnaires de réseau, leur première mission, c'est de raccorder les installations.
Et donc, ce matin, on a évoqué le droit au raccordement. C'est un point extrêmement important. Il faut revenir un peu à la philosophie de ça. Le droit au raccordement, qui a été voté, rappelons-le, l'année dernière par l'Assemblée, enfin par le Parlement, c'est de donner aux producteurs qui souhaitent produire et injecter sur le réseau la garantie qu'effectivement, ils vont pouvoir se raccorder dans des conditions correctes au réseau. On a fait ce matin comme si c'était fait. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Certes, la loi a été votée l'année dernière, mais il y a encore un décret, un arrêté à prendre. On nous dit qu'il est dans sa phase finale, le parcours administratif, mais enfin, il n'est toujours pas sorti. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ça sera la surprise finale, si j'ose dire. Et ça, malgré le fait qu'on ait entamé un travail, tous les gestionnaires de réseau et le régulateur, il y a plus d'1 an et demi pour définir ça. L'enjeu, il est effectivement de donner la garantie de raccordement. Il est aussi, dans l'esprit des pouvoirs publics, de s'assurer qu'on ne va pas faire des choses absurdes. C'est-à-dire qu'on ne va pas tirer, je caricature, 100 km de réseau pour accorder une installation minuscule, ce qui serait évidemment économiquement absurde. Bon, les risques sont faibles, mais bon, voilà. Donc il s'agit d'encadrer ça. Alors, je ne voudrais pas être négatif complètement, parce que les choses ont malgré tout commencé. Par exemple, nous aujourd'hui, donc, alors ces textes, qu'est-ce qu'ils vont permettre ? Ils vont permettre comment dirais-je, des développements de réseaux. Alors les mots sont importants parce que parfois on parle de renforcement, parfois on parle d'extension. Donc c'est plutôt des renforcements, mais des extensions seront possibles aussi. Soit des réseaux de distribution, soit des réseaux de transport, soit des deux. Par exemple, en ce qui concerne le réseau de transport, on est en train d'ores et déjà de construire 2 installations de rebours. Alors les installations de rebours, c'est quand il y a trop de biométhane injecté sur le réseau de distribution, que la consommation locale ne suffit pas à évacuer, notamment en été, la production qui est assez constante toute l'année, eh bien il faut ramener l'énergie sur le réseau de transport, et donc pour ça il faut mettre des installations de rebours qui vont faire remonter l'énergie de la distribution vers le transport. On est en train d'en construire 2 en ce moment, dont une qui sera mise en service avant la fin de l'année et l'autre en début d'année prochaine. Elles sont où ? Alors, elles sont, celle qui va être mise en service à la fin de l'année, c'est à Pontivy, et l'autre à Pouzauges, en Vendée. Donc Pontivy, Morbihan. Voilà, ouais. voilà. Et donc, on est en train d'en étudier une autre, et puis on a plusieurs là qui sont en train d'arriver également en phase d'étude. Et on estime que dans les 4 ans qui viennent, on devrait en construire une 20aine. Donc à chaque fois qu'il y a une installation de rebours, ça veut dire qu'il y a plusieurs installations de biométhane qui vont injecter sur les réseaux de distribution. Et donc ça va changer. Alors nous aussi on a notre part, nous gestionnaires de réseau, et là je parle pour les distributeurs comme pour les transporteurs, on a notre part du travail à faire, de la réduction des coûts, oui. Parce que nos installations qui servent à raccorder les producteurs, elles ont un coût qui est souvent significatif dans le projet, et donc on travaille d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs années pour réduire progressivement les coûts de raccordement, simplifier les installations, et là aussi on apprend beaucoup de choses sur ces installations, on peut peut-être les enlever, voilà. Enfin, donc il y a pas mal de choses. Et puis au fond, ce qui va se passer, c'est que les flux de gaz vont progressivement s'inverser. Aujourd'hui, c'est le transport qui descend vers la distribution. Demain, on aura aussi des flux qui vont aller dans l'autre sens. Il y a une bonne nouvelle dans cette affaire-là, malgré tout, c'est le fait que ça ne va pas coûter extrêmement cher. C'est-à-dire qu'on a des réseaux qui sont disponibles, il y a un certain nombre d'installations supplémentaires à faire, mais ce n'est pas des montants démesurés, c'est complètement à la portée des gestionnaires de réseau, si on le compare notamment à tous les investissements qu'on a fait depuis quelques années pour d'autres motifs pour ouvrir le marché. Oui. On est dans un facteur 10 en moins, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est plus simple en gaz qu'en électricité. D'accord. On l'a évoqué, la compétitivité de la filière industrielle. Alors, Aurélie Picard, est-ce que donc c'est vraiment votre sujet au niveau du comité stratégique de filière. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité stratégique de filière, et ensuite on verra un petit peu plus précisément le contenu du contrat de filière qui concerne la méthanisation. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un comité stratégique de filière ? Les comités stratégiques de filière ont été mis en place à peu près il y a 10 ans pour essayer de développer l'industrie en France. On atteint aujourd'hui 12% du PIB par l'industrie, et on considère qu'il est temps de rebondir sur le sujet. Et donc en travaillant ensemble, industriels, État, organisations syndicales et financiers, acteurs financiers qui sont importants à la démarche pour le développement de l'industrie.
Notre comité, dans sa nouvelle configuration, depuis septembre 2018, est le pendant industriel de la PPE et regroupe 4 piliers essentiels que sont les énergies renouvelables, le stockage, l'efficacité énergétique et les réseaux territoriaux intelligents, dit autrement Smart Grid. Depuis septembre, à peu près 300 participants de ces différents secteurs ont travaillé pour faire émerger des projets qui permettent de développer l'industrie et plus globalement de faire une transition énergétique compétitive qui bénéficie et aux consommateurs et qui développe l'emploi. Pourquoi aujourd'hui cette... Est-ce qu'on peut avoir peut-être la slide suivante ? Voilà. On est dans une filière qui est en très forte évolution, qui représente un des marchés les plus importants au niveau mondial, qui connaît des mutations très fortes avec les évolutions de la demande sur des nouvelles énergies, sur des énergies renouvelables, qui ont tiré des évolutions de prix fortes et rapides sur le photovoltaïque, la batterie ou l'éolien. Et on sait on voit que le retour d'expérience sur les vagues précédentes n'a pas bénéficié à l'industrie française, voire à l'industrie européenne. Si en 2001, à peu près 50% du top 10 des producteurs de photovoltaïque étaient européens, on avait donc 5 des 10 premiers producteurs de photovoltaïque en Europe encore en 2001, aujourd'hui il n'y en a 0. Et donc on voit bien qu'il nous faut travailler différemment et prendre cette nouvelle vague sur les nouvelles technologies, le sujet différemment. Et on pense qu'en y travaillant ensemble, on peut, en travaillant sur l'innovation et sur le déploiement des technologies, on peut essayer d'avoir des résultats plus prometteurs, en tout cas meilleurs. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante ? Qu'est-ce qui se dessine alors pour la méthanisation ? Donc, comme je disais, la manière dont on a pris la conviction qu'on a et qui a mené nos travaux, c'est qu'il faut à la fois mener une transition qui soit compétitive, et c'est bien l'enjeu principal dont on a parlé, dont on parle ce matin et qui est au cœur du projet sur la méthanisation, mais également qui tire l'industrie et l'emploi. Et c'est ces deux dimensions-là qui sont essentielles et qui sont au cœur du projet sur la méthanisation. Est-ce qu'on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, les principales actions, je tiens d'abord à souligner que la mobilisation des acteurs de la méthanisation a été particulièrement importante dans toutes ses composantes et a permis très rapidement d'avoir un plan d'action complet, je pense, et de l'État, qui fait partie également de la démarche. Et donc, on s'est mis d'accord sur les actions suivantes. Un plan de compétitivité sur les différentes composantes, OPEX, CAPEX, performance également, notamment avec de l'innovation, notamment la digitalisation, le suivi des méthaniseurs et les coûts de financement, vous l'avez bien détaillé. Et donc ces différents volets sont travaillés ensemble. Une deuxième partie, c'est le travail sur les externalités positives, donc, qui ont démarré, l'identification et vous en avez présenté déjà une partie des travaux, l'idée de poursuivre ce travail avec l'État et de regarder dans quelle mesure nous pouvons valoriser ces externalités positives. Et notamment, les dernières décisions qui ont été prises au niveau de la PAC peuvent permettre d'étudier ces sujets-là, ce qui était déjà un des premiers points dont nous devions nous assurer. Un des autres points, c'est la mise en place d'un label qualité et amélioration continue pour les concepteurs et les constructeurs, qui doit permettre de construire la confiance et donc de diminuer le coût de financement. Et donc également, les travaux sont engagés. Parlant de financement, l'idée est de travailler ensemble, collectivement, acteurs privés, acteurs du financement public, sur des nouveaux outils, que ce soit des outils de garantie, et le ministère de l'Agriculture en a parlé, que ce soit des outils de financement ou que ce soit même des avances remboursables, des enveloppes pour amorcer les projets. Les enjeux réglementaires et tarifaires sont extrêmement importants. Monsieur Lecornu avait lancé des travaux qui se poursuivent aujourd'hui avec Madame Vargon. Et les sujets prioritaires sur lesquels la filière souhaite travailler sont l'hygiénisation des effluents d'élevage ou le statut, par exemple, du CO2 biogénique par rapport à la taxation environnementale. Mais nous avons déjà une liste de sujets sur ces points-là. L'innovation est également extrêmement importante et nous avons convenu de travailler ensemble et notamment de travailler à identifier, pousser des acteurs sur une diversification, aller chercher des technologies. Et la balle est autant, voire plus même du côté de la filière que du côté de l'État qui est prêt à accompagner cette innovation, charge à l'ensemble de la filière de se mobiliser pour faire émerger ces projets.
Et nous avons également convenu avec l'État de travailler sur les questions d'acceptabilité, voire d'étudier l'intérêt de mettre en place un médiateur pour accompagner sur cette dimension les différents projets. D'accord. Et puis je tiens à mentionner un point important, c'est le suivi du contenu local dans les différents projets. Dans cette transition, il est important qu'elle ait des impacts, et c'est bien une des raisons d'être du comité de filière en termes d'emploi. Et on sait qu'il y a 3 à 7 emplois par exploitation, par installation, mais également d'un point de vue industriel. Et donc, sur l'ensemble des ENR du comité de filière, on met en place un suivi du contenu local. Ça veut dire quoi, en fait, un suivi du contenu local ? C'est objectiver, connaître, savoir dans quelle mesure les différentes ENR ont un contenu européen de production de cette énergie. La part d'entreprises locales qui ont travaillé sur le chantier. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, alors je ne parlerai pas de l'hydrogène, mais il y a également un projet sur l'hydrogène, très rapidement, voilà, sur la massification de la demande et sur la bonne compréhension, le travail avec l'ensemble des clients, en fait, sur les conditions nécessaires pour leur achat et leur prix auquel ils souhaitent acheter l'hydrogène pour travailler à la massification. Donc, ce contrat a été signé le 29 mai. Et maintenant, charge à nous de le mettre en œuvre sur les 2 prochaines années. D'accord. Dans la continuité de ce qui a été fait dans la première période, c'est-à-dire on s'appuie sur l'énergie des uns et des autres. Et c'est l'ensemble des acteurs qui participent directement à sa mise en œuvre. Et je souligne à nouveau, la filière de la méthanisation est particulièrement active et merci à tous. Très bien, merci. Je crois que Nasqueo était particulièrement actif justement par rapport à l'élaboration de ce contrat de filière. Et vous m'expliquiez que les entreprises françaises doivent aussi réfléchir à l'export, aussi à pouvoir développer leur marché export, ce qui peut aussi permettre de diminuer les coûts de production. Absolument. Il y a eu le choix, je pense, positif en France de développer la méthanisation sur des effluents d'élevage, sur des biodéchets, donc des intrants qui ne sont pas les plus simples. C'est pas du maïs en silage. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup, sont apparues des technologies, des procédés adaptés à tout ça. Quand on traite ces matières fibreuses, pleines d'indésirables, eh bien, on développe des procédés. Et il se trouve que d'autres marchés internationaux, comme la France, ont également pris ces décisions-là de rester sur un modèle de méthanisation plutôt à base de déchets. Et du coup, les technologies qui se sont développées, adaptées au marché français, peuvent tout à fait s'exporter. Et c'est le cas dans mon entreprise, puisqu'on fait un peu plus de 20% de chiffre d'affaires à l'étranger, donc sur des marchés un peu bizarres, le Japon, le Canada, parce qu'il faut aller chercher vraiment des marchés particuliers. Et cette proportion doit évoluer jusqu'à 1/3 normalement dans les 3 prochaines années. D'accord. Oui, Monsieur Leroy. Non, je pense que ce qui vient d'être dit est particulièrement important, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le matière de biométhane, ça n'est plus une stricte affaire européenne. Au départ, l'Europe concentrait l'ensemble des efforts sur la biométhane. Aujourd'hui, il y a une dynamique mondiale sur cette technologie, et il y a un récent rapport de l'IFRI que je vous recommande de lire, qui traduit ça d'une manière extrêmement intéressante. Et on voit des pays comme les États-Unis, le Brésil, la Chine avoir des ambitions extrêmement fortes. Ce qui veut dire que dans les externalités qu'on peut considérer, il y a aussi cet esprit de conquête pour, comme ça a été dit également, pour aller approvisionner ces marchés et en faire de véritables débouchés industriels pour nos filières. Alors, je vais cette fois, Monsieur Leroy, vous interroger en tant que président de l'Association des infrastructures gazières européennes. Cette adaptation des réseaux qui est en train de se mettre en œuvre, Monsieur Trouvé en a parlé, donc en France, elle est en train de se mettre en place en France. À l'échelle européenne, il y a une même dynamique, elle est partout à l'œuvre, cette dynamique d'adaptation des réseaux. Cette dynamique d'intégration, très globalement d'ailleurs, des gaz verts, et le biométhane ne présente pas la plus grande complexité, parce que le biométhane
et, in fine, aux normes d'accueil du gaz dans les réseaux. Donc il est très facile, j'allais dire, d'intégrer le biométhane dans les réseaux et donc de faire bénéficier le biométhane de toutes les opportunités de transmission, mais également, comme je le disais, de stockage, prodiguées par les réseaux gaziers européens. Nous travaillons aussi au niveau européen sur l'intégration de l'hydrogène, qui pose effectivement un certain nombre d'autres questions, mais nous travaillons sur cette intégration. Et c'est l'ensemble des associations européennes. Nous avons eu la semaine dernière une réunion qu'on appelle le Forum de Madrid, qui traite de l'ensemble des questions gazières. Et nous avions EBA, qui était représenté au Forum de Madrid, mais aussi Hydrogen Europe, qui a présenté effectivement un certain nombre de réflexions sur le taux d'intégration possible d'hydrogène et comment on va aussi permettre d'accueillir de plus en plus d'hydrogène dans les structures gazières traditionnelles. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Donc c'est l'ensemble de la filière européenne qui est mobilisée. D'accord. Oui, donc Monsieur Trouvé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le droit à l'injection, cette possibilité d'injecter quelque part un peu où que l'on soit. Est-ce que vraiment n'importe quel porteur de projet qui ne peut pas faire de la cogénération pourra assez vite avoir accès au réseau ? Les textes dont j'ai parlé tout à l'heure devraient sortir. C'est à ce moment-là qu'on saura exactement. Je pense que le droit à l'injection ne doit pas être compris comme un droit universel pour tout le monde, n'importe où, à se connecter, n'importe comment. Donc ce droit, il organise les choses, il l'encadre. L'objectif, je pense, poursuivi par les pouvoirs publics, c'est quand même de faire en sorte que le maximum d'installations puissent se raccorder, puisqu'il y a quand même aujourd'hui une idée de priorité à l'injection du biométhane plutôt qu'à son utilisation en électricité. Et donc, partout où ça sera possible, partout où il y aura du sens économique, effectivement, ce sera le cas. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet qui me paraît important, qui est la question de l'acceptabilité des installations. La filière est encore naissante, mais elle commence d'ores et déjà aujourd'hui à générer quelques oppositions. C'est malheureusement normal, puisqu'il n'y a pas de filière industrielle qui ne génère pas, qui n'auto-sécrète pas quelque part ces oppositions. Moi, j'aurais tendance à dire que là-dedans, ce qu'il faut, le point d'attention, c'est de faire vraiment de la pédagogie. Alors nous, on y a modestement contribué depuis 2 ans, puisqu'on a lancé une campagne, le gaz, l'énergie des possibles, pour faire connaître la filière, parce que il y a quelques années, personne ne connaissait la méthanisation, personne ne savait ce que c'était. Autour de moi, je posais la question, les gens me regardaient. Bon. Donc depuis quelques temps, ça commence quand même, les gens ont à peu près identifié de quoi il s'agissait, mais je pense qu'il faut vraiment faire connaître, il ne faut pas avoir peur. Moi, ce qui m'a frappé, alors on peut parler des externalités, il y a tout ce travail qui est engagé et qui est très important, bien sûr, mais c'est une vision qui parle peut-être plus aux gens de Bercy, enfin en tout cas il faut l'espérer un jour, que à monsieur et madame tout le monde, en tout cas aux voisins des installations. Moi, ce qui m'a frappé dans l'intervention de monsieur Grosbugueux ou de vous-même, c'est vous parlez avec le cœur, ça se sent, vous avez parlé de la fierté de faire de votre métier, vous avez parlé de l'avenir de vos installations, et à chaque fois que je vais visiter une installation de biométhane et que on entend le porteur du projet parler, on comprend, c'est évident, c'est lumineux. On ressort de là super boosté, on se dit voilà, ça c'est le bon sens, c'est l'avenir, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, pour faire accepter ces installations, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que les gens qui ont des projets, ils organisent des visites, alors pas forcément de ce qu'ils n'ont pas encore réalisé, mais d'autres installations comparables pour montrer, parce que quand on voit, d'abord, ça, on n'a plus peur, je dirais, des choses irrationnelles ou des a priori, et on comprend l'intérêt. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, en complément, évidemment, de bonnes pratiques pour éviter les contre-références qui pourraient faire du tort à toute la filière. Merci. Francis Claude-Pierre, justement, alors quelle est votre expérience à vous par rapport à la communication Qu'est-ce qu'il est bon de faire ? Donc, c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, on est très frustré d'être condamné d'avance quand on veut faire mieux que ce qu'on faisait avant. Alors avant, on mettait des engrais de synthèse qui consomment énormément d'énergie pour les produire. Voilà, mettez bien le micro proche du menton, parce que sinon on vous entend pas bien. Voilà. Excusez-moi. Alors ces polémiques sur les digestats, ça nous frustre énormément, puisque nous, de le refaire depuis 15 ans, on n'a vu que de l'amélioration dans la dynamique de nos sols et dans la productivité.
Oui. Donc on est très frustré de ça. Il y a un énorme travail de pédagogie et de formation, d'information à faire. Et là, je voudrais faire un petit aparté sur les aides qu'on reçoit. Donc la filière aura toujours besoin d'autant d'aides, mais réorientées plutôt différemment. Qu'elles soient déjà un peu moins visibles par les constructeurs et surtout orientées sur la formation, sur la pédagogie. Les futurs méthaniseurs, ils doivent être formés aujourd'hui dans les lycées agricoles. On doit réorienter les cursus de formation dans les lycées agricoles. On ne devient pas un méthaniseur comme ça. Il y a, dans les échecs qu'on a cités, il y a au départ un gros manque de formation pour concevoir le projet, l'intégrer. Et on a aussi besoin d'un gros travail de pédagogie du public, de l'environnement, dans le monde rural aussi. On a beaucoup à démontrer, Oui. à faire visiter Oui. et à raconter les belles histoires que ça produit. Mais au niveau J'ai quand même quelque chose. J'ai participé aux travaux du GT Le Cornu et il s'est passé un événement que je ne pensais pas possible. Quand on a commencé, on était, nous, agriculteurs, assis en face des ONG environnementales. Et bien sûr, en tant qu'agriculteurs, on était sur la défensive. Et au cours des travaux, on s'est parlé, on s'est compris, et aujourd'hui, on travaille ensemble en concertation, et ça, c'est positif. Ça favorise. Bon, c'est sûr qu'il y a encore il y a beaucoup de problèmes locaux, mais le fait de comprendre, de se parler et de s'accepter, Oui. c'est un grand point positif. Je pense que la méthanisation, elle peut être un vecteur de réconciliation de l'agriculture et de l'environnement. D'accord, bon très bien, c'est une note très positive. J'ai juste une question pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour faire des aides moins visibles de la part des constructeurs ? Comment vous On voyez peut ça ? constater que quand un projet a 30% de subvention à l'investissement, il coûte souvent plus cher que s'il avait moins. Ça, c'est une constatation. Mais les aides, on en a besoin à d'autres niveaux, aux aides au financement pour les ce que vous garanties, disiez, monsieur Gouassi. pour remplacer les fonds propres. On a besoin d'aide comme je l'ai dit, à la formation, à la vie des associations. Ok. Oui, que ce ne soit pas forcément des aides directes au projet, mais qu'elles soient plus sur l'ensemble de la filière, ciblées. Et surtout, communication grand public pour faire mieux accepter les nouvelles pratiques qu'on propose et qu'on ne rencontre pas. C'est vrai qu'il y a des excès. On est très en retard par rapport aux autres pays européens, mais c'est peut-être un atout aussi pour ne pas reproduire les dérives qu'il y a eu à certains endroits. Et on a aussi des moutons noirs dans notre profession, forcément. Personne n'est parfait. Oui. Je vais me tourner vers la salle. Si vous avez des questions pour nos intervenants, pour les intervenantes aussi de l'État, pour Monsieur Grosbrugge aussi, qui est toujours présent et qui nous fait l'amitié de rester parmi nous. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous amènera un micro. En attendant, on peut peut-être faire une transition par rapport à la table ronde, enfin pas une table ronde, mais au regard croisé qui suit et qui va aborder les autres formes de production de gaz renouvelables. Donc, Monsieur Trouvé, vous portez notamment un projet qui s'appelle Jupiter 1000 et qui a pour objectif, vous allez nous expliquer l'objectif bien mieux que moi, mais qui va permettre justement de faire le lien, le pont entre l'électricité et le gaz. Oui, alors je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte expliqué tout à l'heure par Fabrice, c'est-à-dire que avec la seule méthanisation, on n'arrivera pas à verdir complètement le gaz.
Or, on a besoin de verdir le gaz. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un constat et un espèce de consensus général en Europe sur cette idée-là qu'on ne s'en sortira pas en électrifiant tout. Certes, la part d'électricité va progresser, c'est probable, mais sans l'aide des molécules, quelles qu'elles soient, on n'arrivera pas à faire une transition énergétique totalement décarbonée à l'horizon 2050. Et donc pour ça, on a besoin d'autres filières, donc on va en parler. Là, je pense qu'on va parler d'algues, on va parler de pyrogasification, et puis il y a besoin de l'hydrogène. Tout à l'heure, vous avez cité, M. Grosbruguel, l'étude de Navigante, qui est une étude qui fait référence en Europe, là, qui vient de sortir, et qui effectivement explique que si on compare une solution toute électrique ou quasiment à une solution gazière, il y a une différence de coût de 200 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. Donc on voit bien l'intérêt, encore une fois, de la molécule. Et cette étude, elle dit il y a un peu plus de 1000 TWh de biométhane, c'était ce que vous avez présenté, et puis il y a 1700 TWh d'hydrogène également. Et donc cet hydrogène, il apporte également des éléments concernant la capacité de stockage de grandes quantités d'énergie sur de longues périodes, et il permet de traiter les excédents d'électricité renouvelable. Il faut savoir que, par exemple, qu'en Allemagne, actuellement, tous les ans, ils payent 1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros pour de l'électricité renouvelable qu'on ne produit pas parce qu'on ne sait pas la consommer là où elle est produite et on ne sait pas l'évacuer dans le sud de l'Allemagne, là où on en aurait besoin. Bon. Donc, l'hydrogène apporte effectivement cette idée de couplage des réseaux. Il y a une expression très à la mode aujourd'hui à Bruxelles, c'est le sector coupling, donc qui vise effectivement à coupler, à renforcer les couplages entre les secteurs gaziers et les secteurs électriques. Donc pour venir à Jupiter 1000, qui était l'objet de votre question, donc actuellement on est en train de mettre en service un projet pilote en France. Donc qui s'appelle Jupiter 1000, qui consiste à prendre de l'électricité éolienne, à faire de l'électrolyse de l'eau et donc à produire à partir de cette électricité renouvelable de l'hydrogène. Et ensuite, cet hydrogène, il y a deux possibilités. Soit on l'injecte directement en mélange dans le réseau de gaz naturel et ensuite il est consommé par les consommateurs industriels sur le site où nous sommes qui habituellement utilisent le gaz naturel. Où l'hydrogène est combiné avec du CO2 qu'on va récupérer sur une cheminée de Ascométal, en l'occurrence, puisque ça se passe à Fos-sur-Mer. Et on va combiner ce CO2 avec cet hydrogène pour faire du méthane de synthèse, neutre en carbone. Et ce méthane de synthèse va être ensuite, évidemment, réinjecté dans le réseau de gaz de la même façon. Ce projet, en fait, il va injecter ses premiers mètres cubes d'hydrogène dans le réseau probablement le mois prochain. On est en train donc de faire la mise en service. C'est un projet évidemment pilote. Il vise à aller tester un certain nombre de technologies nouvelles, soit d'électrolyse, soit de méthanation catalytique avec des technologies originales. Il vise à aller explorer les business models autour de ça, parce qu'aujourd'hui, on est sur des technologies qui ne sont pas encore dans le marché, qui sont encore plus chères que la méthanisation et donc qui nécessitent des baisses de coûts. Ce projet il vise aussi à explorer la manière dont on va coupler cette installation qui est un pont entre le réseau électrique et le réseau gazier. Donc ça explique le fait qu'à côté des PME qui nous entourent, on travaille avec Terega, qui est l'autre gestionnaire de réseau de transport gazier, et avec RTE, pour voir comment, justement, quel service cette installation peut rendre au système électrique et comment, en fonction des sollicitations du système électrique, les installations qui sont en service se comportent. Voilà. D'accord. Je vous propose qu'on poursuive après dans le regard croisé plus avant sur cette thématique-là. Avant de vous libérer, je me dis que peut-être vous avez quelques questions à poser à nos intervenants avant que l'on passe au regard croisé. Moi, j'avais une question pour Monsieur Grosbruguel. Après, je ne parle pas forcément super bien anglais, donc bon, je vais vous poser la question en français, si vous voulez bien. Et en fait, dans le potentiel de production à 2050 du biométhane, on voit que le plus grand potentiel, il est par les cultures additionnelles. En fait, c'est ce qui apporte le plus de potentiel. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ça le potentiel, le créneau de développement à venir? That is an interesting question.
A question which arises time and again is the question of energy crops. And I already mentioned that there has been some dispute about energy crops. On the other hand, well, I do not think that are good and bad crops. I think we have a lot to learn there. One example is that I forgot to mention that, but I always like to mention that. That's the concept of our Italian friends from CIP, Consorzio Italiano Biogas. That's the concept of biogas done right. And they produce their biogas not from primary but from secondary crops. They produce food crops for their ordinary harvest, and after the harvest they produce a secondary crop, catch crop or whatever you call it, and use that for biogas, so-called secondary crops, yes. And the advantage being that you have your fields green all over the year, even in winter, because these crops are mainly winter crops. And by keeping the soil active, you have a tendency of additional carbon sequestration in the soils. This is a very important concept, I think. So that's why the concept of energy crops, I think, is not what we had, but it has to be changed, and then it can be a success model. Sorry. No, thank you. Pas besoin de... Est-ce que vous avez besoin de traduction? Non, c'est bon. Thank you, very, very clear. Thank you very much. Oui, si je peux apporter un petit complément qui va tout à fait corroborer ce qu'a dit M. Grobbrugger. Quand on a fait notre étude sur le 100% gaz renouvelable, on est arrivé aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'on a exclu le fait d'avoir des cultures énergétiques dédiées, mais on a regardé le potentiel des cultures intermédiaires, donc les secondary crops, qui permettent d'avoir des services environnementaux importants, de couverture du sol, d'amélioration de la qualité des sols, et qui en même temps peuvent apporter donc de l'énergie pour les méthaniseurs. Je vous ai dit que la méthanisation pouvait produire un tiers du gaz renouvelable dans notre vision à 2050. Dans ce tiers-là, donc en gros 100 TWh, il y a 35 à 40% qui proviennent de ces cultures intermédiaires. Oui. Le deuxième contributeur ensuite en ordre, c'est les résidus de culture. D'accord. Et puis ensuite viennent les biodéchets. D'accord. Donc ça veut dire, pour rejoindre un peu ce qui était dit sur la synergie entre le monde agricole et la méthanisation, elle est énorme. C'est-à-dire qu'on voit que le développement de la méthanisation va s'intégrer dans des nouveaux modèles agricoles, dans des parcours culturaux, et qu'au niveau de l'emploi aussi, ça va se voir. C'est-à-dire quand les Hauts-de-France ont fait leur étude là, dans le cadre de REF 3 sur les perspectives d'emploi dans le secteur de la méthanisation, M. News parlait de 5000 emplois à 2030. En fait, la majorité de ces emplois sont du côté de l'amont. La gestion des intrants, la gestion des cultures, la récolte, et donc tout ça, c'est une composante essentielle du nouveau modèle de méthanisation qu'il faut bien sûr coupler avec ensuite le volet industriel. Mais cette partie amont, elle fait partie des enjeux d'adaptation des modes agricoles, d'accompagnement sur la formation aussi, dans les lycées agricoles, comme vous le disiez. Ça me paraît essentiel qu'on aille former aussi les acteurs du monde agricole à la bonne utilisation de la méthanisation. Très bien, merci. On voit que la question des externalités positives est vraiment au cœur de tous les débats. C'est l'objet de la deuxième table ronde. Donc nous allons poursuivre. Donc merci à tous pour vos interventions. Effectivement, on peut les applaudir.